Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous accueillir à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle pour cette matinale consacrée à la création et à la reprise d'entreprises et plus particulièrement au financement des projets. Alors, je salue également toutes les personnes qui sont connectées au compte Facebook de la CCI de la Moselle et qui nous regardent en ce moment même et qui nous écoutent en live. Alors, ce matin, nous avons avec nous deux experts. Donc Christophe Schils, donc vous êtes directeur de groupe Metz Centre à la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne. Effectivement, bonjour à tous. Et nous avons également avec nous Emmanuel Labisse, donc vous êtes conseiller à la création, reprise d'entreprise à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Effectivement, bonjour à tous et bienvenue à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle pour cette matinale. Voilà, et donc vous allez ensemble nous expliquer comment il est possible de financer un projet de création ou de reprise d'entreprise. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le financement en lui-même, il est important de rappeler au préalable, pour qu'un projet soit financé et finançable, qu'il est impératif de le présenter de bonne manière et de le présenter sous la forme d'un business plan. Alors Emmanuel, vous allez dans un premier temps nous expliquer en quelques mots comment construire un business plan clair et convaincant. Et ensuite, Christophe, vous nous expliquerez en fait les solutions qui sont proposées par la BPLC. Et nous finirons avec une partie consacrée aux aides à la création et à la reprise d'entreprise. Et nous vous laisserons ensuite la parole pour poser vos questions. Voilà, c'est à vous. Bien, merci Doriane. Effectivement, comme vous le précisiez, il est très important de préparer son projet avant de le présenter à un établissement bancaire ou devant un comité d'attribution d'aide. Le projet de création d'entreprise doit être avant tout un projet personnel. Un projet de création d'entreprise, c'est un projet de vie. Aujourd'hui, vous avez tous été salariés. Le mode de fonctionnement du salariat diffère du mode de fonctionnement du chef d'entreprise. Donc, il faut que dans votre projet de vie personnel, ce projet s'intègre dans toutes ses composantes. Il faut que, à titre personnel, vous ayez le temps, vous ayez l'envie, vous ayez la possibilité financière de le faire. Il faut également que ce projet soit valable économiquement. On en parlera un peu plus en détail tout à l'heure, mais tout projet de création d'entreprise doit vous permettre de vous assurer un certain train de vie. Vous allez tous avoir besoin que ce projet fonctionne pour pouvoir payer vos charges, pour pouvoir gagner votre vie, tout simplement. Donc ce projet doit être validé économiquement. L'idée peut être aussi bonne qu'elle veut, si elle n'est pas rentable, si le projet économique n'est pas validé, l'idée de la création d'entreprise et le projet sera dangereux pour vous. Aujourd'hui, il va falloir que vous travailliez sur votre idée de façon écrite, mais également de façon chiffrée, pour que votre projet soit validé et soit pour vous une source de revenus fiable pour vous à titre personnel, mais également pour votre famille. Il faut impérativement, je pense, se faire aider dans la validation du projet économique. Alors, il y a plusieurs types de personnes, d'organismes qui peuvent vous accompagner dans cette démarche. Les organismes d'accompagnement à la création d'entreprises, comme la Chambre de commerce et d'industrie, peuvent vous aider pour acquérir certaines données, pour pouvoir construire des prévisions économiques, pour valider ou vérifier tout simplement la viabilité économique de votre projet. Si vous avez un projet de création ou de reprise, vous pouvez très bien nous consulter pour pouvoir avoir une idée sur vos chiffres. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils sont réalistes surtout? D'autres organismes peuvent vous aider. Je prends par exemple, si vous partez sur un concept de franchise, vous allez vous faire accompagner par votre franchiseur pour pouvoir voir si votre projet sur le territoire messin ou sur le territoire de la Moselle plus globalement est économiquement viable.
Mais ce qui me paraît impératif quand on a un projet d'une certaine dimension financière, c'est de se faire accompagner là-dessus par un cabinet d'expertise comptable qui là-dessus aura des données et une certaine expertise à vous fournir pour établir un prévisionnel réaliste. Le message que je veux vous passer, que je veux vous faire passer, c'est ne restez pas isolés, ne soyez pas seuls pour construire votre projet de création ou de reprise. Faites-vous accompagner par des experts. Et enfin, dernièrement, la validation de la faisabilité financière. Il faut que votre projet soit compatible avec la réalité financière personnelle. Si après avoir validé votre projet économique, vous voyez que l'activité ne peut vous tirer que 1 000 € par mois, alors que vous avez des charges personnelles à hauteur de 800 € par mois, ce ne sera pas forcément un projet qui pourra être adapté à votre situation. Idem si c'est un projet qui demande un emprunt bancaire trop élevé, qui va donc endetter une société qui ne peut qu'attendre un chiffre d'affaires minimal, c'est pareil, le projet ne sera pas bon et il faudra le revoir. Donc ces 3 étapes sont donc très importantes pour valider à titre personnel et à titre financier votre projet. Faites un travail sur vous-même et sur votre idée également. Il faut que vous pensiez aux différents aspects qui vous sont présentés pour pouvoir valider personnellement votre projet. Votre idée, déjà, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce qu'elle a une place dans un marché? Votre projet, votre activité, est-ce qu'elle est porteuse, comme on dit? Faites attention à l'activité que vous voulez exercer. Toutes ne sont pas forcément bonnes sur le long terme. Quand on parle d'activité, il faut se méfier également des effets de mode. Si vous voulez envisager une activité sur du long terme, évitez des activités qui pourraient éventuellement se dégrader ces prochaines années. Je vais prendre un exemple concret. Il y a 3 ou 4 ans, 2-3 fois par mois, on avait des gens qui venaient nous voir pour ouvrir des boutiques de cigarettes électroniques. Aujourd'hui, beaucoup d'entre elles ont fermé parce qu'il y a eu un effet de mode par rapport à cette activité-là. Donc si dans vos objectifs, troisième phase de notre diapo, vous voulez avoir une activité qui vous permette de vous assurer un revenu pendant 20 ans ou 30 ans jusqu'à votre retraite, envisagez une activité qui soit pérenne. Inversement, vos objectifs peuvent être différents. Je prends un exemple concret. Aujourd'hui, vous êtes salarié. Vous comptez vous faire un complément de revenu. Donc, vous allez partir peut-être sur une activité de micro-entrepreneur qui va vous demander finalement peu d'investissement en termes financiers et en termes de temps. Mais si c'est quelque chose qui suffit pour vous dans vos objectifs personnels, c'est une activité qui peut être tout à fait viable. Il faut bien faire un bilan de sa situation personnelle, de quoi j'ai besoin actuellement et qu'est-ce que, à titre personnel, j'ai envie que l'entreprise devienne. Est-ce que je rachète une entreprise pour me refaire une activité professionnelle, pour me créer un patrimoine, pour me créer une retraite, après, grâce à la revente du fonds de commerce. Voilà, chaque cas est particulier, chacun d'entre vous est dans une situation bien particulière, donc réfléchissez bien à ce que vous attendez, vous, de la création d'entreprise. Et qu'est-ce que ça doit vous amener à titre professionnel, bien entendu, et à titre personnel. Faites aussi le point sur votre situation, sur vos différentes contraintes. Est-ce que vous avez le temps de créer votre activité? Tous les projets ne demandent pas la même abnégation, ne demandent pas le même nombre d'heures à préparer. Si vous êtes aujourd'hui salarié, que vous travaillez 60 heures par semaine et que vous avez un projet de création, je ne sais pas, d'un restaurant par exemple, qui va compter 150 couverts où il y aura un investissement d'1 million d'euros à faire, est-ce que vous allez vraiment avoir le temps de préparer ce projet? Est-ce que c'est le bon moment pour vous? Il faut que vous soyez en phase et que vous ayez le temps vraiment de préparer ce projet. Parce que c'est un travail, vous le verrez tout à l'heure, de longue haleine. Il y a aussi un bilan
de compétences qui sera à faire, ce qu'on peut vous recommander, c'est de rentrer dans une activité impérativement que vous maîtrisez. Toutes les activités ne demandent pas le même potentiel, ne demandent pas les mêmes compétences. Donc, soyez sûr de maîtriser l'activité que vous voulez faire. Soyez sûr que vous ayez le droit de le faire. Renseignez-vous sur la réglementation du métier que vous voulez exercer. Donc pour ça, vous pouvez contacter les chambres de commerce et d'industrie, par exemple, qui vous renseigneront sur les dispositifs légaux, sur ce que vous avez le droit de faire. Et si vous n'avez pas le droit, quelles sont les formations que vous devez effectuer avant de vous lancer. Donc soyez bien sûr que vous ayez en vous toutes les compétences techniques, toutes les cartes en main pour pouvoir être le meilleur dans l'activité que vous allez proposer. Toutes ces choses doivent être ensuite consignées, formalisées dans ce qu'on appelle un business plan. Vous avez sûrement tous fait des recherches sur Internet concernant la création d'entreprises. Il va falloir, du coup, vous avez certainement vu les mots business plan, étude de marché en faisant vos recherches. Donc l'étude de marché, ça va être l'analyse de tous les détails de votre projet, que ce soit au niveau de la concurrence, des fournisseurs, des moyens matériels et humains dont vous allez avoir besoin, mais également du statut juridique que vous allez choisir. Ça va être aussi quelque chose de très important dans la viabilité de votre entreprise et pour vous également à titre personnel. Et toutes ces choses que vous aurez formalisées par écrit devront être donc traduites dans ce qu'on appelle une étude financière prévisionnelle. Donc on vous conseille de vous faire accompagner par un expert comptable pour la réaliser, pour que vous puissiez la joindre donc au descriptif écrit de votre activité, afin d'avoir un business plan clair et cohérent. Et une fois que ce business plan est fait, vous avez toutes les cartes en main pour le présenter à un établissement bancaire, comme par exemple la BPALC. Donc Christophe va nous faire la présentation. Merci Emmanuel, merci pour cette magnifique introduction et avoir posé le cadre des projets de création d'entreprise. Si tu peux juste me donner la petite télécommande. Merci. Alors, la Banque Populaire, d'une manière générale, c'est un groupe bancaire qui a plus de 100 ans d'existence, 4e groupe bancaire français, 12 banques régionales. La Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne est implantée sur notre grande région Grand Est, Alsace, Lorraine, Champagne, avec un peu plus de 200 agences sur ce périmètre. Pour revenir à nos origines, on a été créé par et pour les entrepreneurs. Donc c'est un peu notre savoir-faire aujourd'hui. Simplement aujourd'hui, nous sommes vraiment impliqués dans nos grands territoires, notamment par notre statut coopératif et sociétaire. Aujourd'hui, la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne est la première banque des PME et des artisans commerçants qui sont sur notre périmètre. Alors en quelques mots, ce que je souhaiterais d'abord démarrer, c'est on va un peu reprendre les propos d'Emmanuel sur la présentation du business plan et de la partie financière, parce que les deux se joignent forcément. Le projet doit être en cohérence parfaite avec le plan de financement, parce que ça va vraiment déterminer l'évolution de votre entreprise et son développement. On va alors avoir plusieurs points ensemble. On va démarrer, si vous voulez bien, sur la partie du banquier. Alors, un banquier, avant tout, c'est votre partenaire. On doit, je dirais presque, tous dire, rien se cacher, faire en sorte qu'on puisse avoir et vous accompagner le mieux possible dans la rédaction et dans la préparation de votre entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on est avant tout là pour mettre en place une relation de confiance sur le long terme. Je ne vais pas dire que c'est presque un mariage, mais on y est prêt, je dirais, parce que vous pouvez aller voir votre banquier dès que vous avez l'idée de votre création d'entreprise, parce qu'on est aussi là pour vous conseiller et vous accompagner. Pas seulement quand vous avez besoin du prêt bancaire, parce qu'aujourd'hui, le financement bancaire est souvent indispensable dans votre projet de création d'entreprise. Votre projet aura été présenté peut-être, sans doute, on le verra tout à l'heure, Emmanuel le présentera sur les plateformes d'initiative locale. Vous aurez peut-être été au crash test de la CCI qui met en place. Mais la banque est aussi là pour vous donner des informations sur votre zone d'implantation. Parce qu'une agence bancaire est aussi un acteur économique.
on a aussi un certain vécu sur différents secteurs d'activité. Donc on est aussi là pour vous conseiller au mieux, faire en sorte que vous puissiez établir et vous poser les bonnes questions pour la réussite de votre projet. Une banque, pour poser un peu le cadre, on est amené à se positionner à un avis favorable ou à un refus ou un ajournement de votre dossier quand on est sollicité pour un financement. On est aussi une entreprise comme celle que vous allez créer. C'est-à-dire qu'on est là aussi pour développer notre affaire et pas vous faire prendre un risque qui pourrait être prématuré ou qui nécessiterait d'être éventuellement revu par le conseil de la création d'entreprise de la Chambre de commerce pour vraiment aller peut-être un peu plus loin dans la réflexion. Alors ça c'est pour la partie partenaire, pour la partie financière, comme je vous le disais, on est là aussi pour vous accompagner sur différentes étapes du financement. On le verra un peu plus en détail, que ce soit sur le financement court terme, moyen terme, sur éventuellement de la facturage ou sur votre poste client. En première année de création, il sera difficile d'avoir forcément une ligne court terme ou à découvert. Donc il va falloir penser à la partie apport personnel, ce qu'on verra tout à l'heure. Et on est là pour valider ces différents points avec vous, que ce soit la notion du capital, des fonds propres, de l'apport en compte courant d'associés. Il s'agit aussi de vous accompagner au quotidien parce que vous voyez aujourd'hui on a une animation qui se fait, une présentation qui se fait sur Facebook, donc c'est-à-dire en direct. Pensez tout de suite à l'aspect communication, à l'aspect digital, comment vous allez développer votre chiffre d'affaires et quelle vision vous voulez avoir sur votre marché ou en termes de communication. Est-ce que c'est un marché grand public ou un marché de niche qui nécessitera un investissement plus ou moins important dans le domaine de la communication qui sera à prendre en compte justement dans la partie financement. Parce que bien souvent, on voit un poste minime sur la partie communication dans le plan de financement en disant un site internet et un début d'appli, ça me permettra de faire mon business. Mais aujourd'hui, les enjeux sont bien plus importants. Alors, pour continuer, vous allez, en quelques mots, si je peux synthétiser la partie présentation, un banquier, il financera ce qu'il comprend. C'est-à-dire que nous, on a besoin d'avoir en face de nous, comme vous d'ailleurs, vous avez besoin d'avoir un professionnel du financement en face de vous. Et nous, on a besoin d'avoir quelqu'un qui est capable de nous donner tous les détails et nous faire découvrir son projet, nous faire mettre en avant toutes ces différentes motivations, qu'on ait un projet qui soit clair et nous faire découvrir son activité. Qu'on puisse l'aider sur la réflexion, mais on a besoin de voir un projet qu'on comprend sur l'activité, sur le développement, sur la partie conquête, si je puis dire, de nouveaux clients, et quelle sera votre stratégie commerciale et de développement. Bien souvent, le chef d'entreprise, c'est un excellent technicien, il maîtrise très bien son activité. On passe un cap quand on devient chef d'entreprise parce que vous allez à la fois être le technicien, celui qui sait faire, qui devra transmettre son savoir-faire, mais aussi celui qui va être le premier commercial et celui qui va devoir aller chercher de nouvelles affaires, gérer la partie juridique, gérer la partie trésorerie à vos débuts. Donc c'est tous des nouveaux paramètres ou des domaines d'activité qu'il va falloir vous approprier. Et pour cela, les établissements bancaires ou l'expert comptable ou la chambre de commerce, on sera là pour vous accompagner sur ces différents points. Mais comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, l'investissement personnel est indispensable. Votre expert comptable, sur la partie financement, ne pourra pas mettre les chiffres à votre place. Il faut vraiment avoir des chiffres qui soient réalistes et non pas avoir des chiffres qui permettent de faire passer un dossier ou pour simplement payer le prêt bancaire, parce que là on est un peu dans l'erreur. Il vaut mieux être pessimiste au début, quitte à avoir un bel élan de croissance. Il vaut mieux financer de la croissance que financer du chiffre d'affaires qui a du mal à venir. D'où l'importance d'avoir une étude de marché qui soit bien structurée et avec le choix de l'emplacement de votre entreprise en fonction de si c'est un commerce, en fonction aussi des zones géographiques, des zones d'implantation, de l'habitation, de vos premiers clients, je dirais, qui sont en proximité, type demain vous avez un commerce qui nécessite, je donne un exemple, simplement avoir de la vente d'ameublement ou de la vente des différents produits d'une certaine taille qui nécessitent des transports en voiture, il faut penser au parking. C'est bête, mais vous allez peut-être avoir le plus bel emplacement, la plus belle vitrine. Mais si à côté, vous n'avez pas le parking qui permet à votre client de stationner pour charger sa marchandise, il y a de fortes chances qu'il y renonce, sauf à avoir un service de livraison de qualité. Voilà.
les différents points qui seront aussi vus, que vous pouvez voir, c'est le calcul de votre poids mort. Alors, je vais pas employer trop de termes trop barbares de la partie analyse financière. Il y a différents critères à prendre en compte, notamment dans la partie présentation de votre dossier. Le but, c'est que vous maîtrisiez vos chiffres, votre chiffre d'affaires. On parlera tout à l'heure du BFR, de la CAF, de la marge. Ça, c'est différents critères que vous devez maîtriser avec la trésorerie. Un environnement personnel aussi qu'il faudra prendre en compte dans la partie présentation de votre société. Pourquoi ce point-là? Parce que souvent, vous êtes peut-être en couple, vous avez des enfants. L'investissement que vous allez mettre dans votre entreprise, c'est peut-être au détriment, dans un premier temps, de votre vie privée. Donc, il faut aussi qu'il y ait une cohérence entre le projet que vous pouvez mettre en place, comme on l'a dit tout à l'heure, et la partie privée qui va peut-être nécessiter peut-être une baisse de revenus au début, peut-être un aménagement de votre emploi du temps personnel, peut-être aussi revoir le fonctionnement que vous aviez en termes de couple quand il s'agit de récupérer les enfants, parce que les heures d'ouverture de votre magasin, du lundi au samedi ou de votre commerce, sera peut-être différent de votre emploi de salarié avec éventuellement une demi-journée d'RTT par semaine qui peuvent se cumuler. Mais c'est important d'en prendre en compte parce que c'est ce qui va aussi déterminer la réussite de votre projet. Parce que vous aurez peut-être demain un salarié qui sera malade et il faudra le remplacer. Voilà, donc ça, c'est différents points où il faut en discuter avec votre banquier parce que quand on reçoit un prévisionnel financier, forcément, on décompose le chiffre d'affaires. Il y a des choses qui sont mathématiques. Vous n'allez pas pouvoir faire plus d'heures que possible. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir les compenser par un salarié ou un emploi en intérim ou une aide complémentaire, savoir comment cette partie-là, vous allez y faire face. Voilà, parce que la réussite de votre projet, c'est son développement. Et le développement passera forcément soit par une augmentation de la marge sur certains produits, mais aussi par l'augmentation forcément de votre chiffre d'affaires. La présentation de la partie financement, c'est un peu long. Alors, on va valider l'adéquation entre l'homme et le projet, la compétence, l'expérience et la connaissance que vous allez avoir de votre marché. C'est de se dire, si vous êtes un expert aujourd'hui d'un certain domaine et que vous créez votre entreprise dans ce même domaine d'activité, quel était le volant de chiffre d'affaires que vous étiez capable de réaliser? Est-ce que vous partez avec quelques clients ou est-ce que si vous reprenez une entreprise, vous avez bien su faire le diagnostic du carnet de commandes ou de la balance client qui vous est proposé et se dire, sur 100% du chiffre, je vais peut-être en avoir que 90 et je vais apporter 10-15% de chiffre d'affaires en plus par rapport à mes relations personnelles. De là va en découler le marché et puis la commercialisation, forcément. La structure juridique choisie, savoir si vous allez partir sur une SARL, sur un SSU, sur une entreprise individuelle ou pourquoi pas une CELAR si vous êtes professionnel de santé. Cette partie-là, c'est des termes qu'on pourra peut-être voir dans les différentes questions, mais ça va déterminer votre statut au sein de l'entreprise. Est-ce que vous allez être travailleur non salarié ou est-ce que vous allez être justement salarié de votre entreprise? Exemple tout simple, quand vous êtes salarié d'une entreprise, vous êtes malade, votre prévoyance, la Sécu, prend en charge le relais, votre couverture sociale. Quand vous êtes travailleur non salarié en entreprise individuelle ou profession libérale, vous allez forcément adhérer à un organisme spécifique, mais celui-ci ne va pas forcément vous verser les indemnités que vous étiez prévues ou que vous pouviez percevoir par le passé. Donc l'intérêt, c'est d'avoir le contrat aussi de prévoyance qui sera adapté pour couvrir ce décalage si vous êtes tout seul, pour ne pas mettre justement en péril votre activité ou votre situation personnelle si vous avez des crédits immobiliers ou autres. Pour la partie capitaux qui seront nécessaires, ce qui est important, c'est de bien mettre en phase la partie capital de la société ou l'apport en compte courant que vous souhaitez faire avec votre besoin de financement. Comme l'a dit tout à l'heure Emmanuel, si vous avez un apport, la question on l'a souvent au cours de nos interventions, quel est le montant de l'apport idéal? Je serais tenté de vous dire, c'est en fonction de votre projet et en fonction du besoin que vous allez avoir. Le montant de l'apport que vous allez avoir, il doit être déterminé en fonction de la faisabilité de votre projet. Ce n'est pas à dire je vais mettre 10 ou 15 000 euros et je vais solliciter 600 ou 700 000 euros de crédit et je n'arriverai pas à amortir mon crédit. Votre crédit, il y a deux types de crédits. Il y a les crédits court terme, comme on l'a vu tout à l'heure, ou comme on le verra un peu plus en détail après. Ça va financer votre cycle d'exploitation, donc votre besoin en fonds de roulement. Si on commence à faire un prêt moyen terme pour financer du besoin en fonds de roulement,
on a déjà un problème d'équation. Maintenant, un besoin à moyen terme, donc ce qui fait financer le matériel de l'entreprise qui concerne votre cycle d'exploitation, il va se faire sur une durée de 7 ans maximum. C'est-à-dire que votre entreprise doit faire face à sa charge d'emprunt par la capacité d'autofinancement. Alors, c'est des termes un peu complexes, on pourra en discuter tout à l'heure. Je ne sais pas si certains ont déjà fait le point avec l'expert comptable, mais bien s'approprier ces différents chiffres, ça vous permet de calculer votre point mort et à partir de quelle date, alors le point mort, c'est savoir à partir de quelle date vous allez finalement atteindre le seuil zéro et gagner le bénéfice qui va permettre de continuer de favoriser le développement de votre entreprise par rapport au résultat qui sera indiqué. Alors, pour rentrer maintenant un peu plus dans le détail sur la partie financement, on distingue donc 2 types de besoins, comme je viens de le présenter tout à l'heure, les besoins court terme et les besoins moyen terme. Besoins court terme, trésorerie, apport éventuellement en compte courant, capital de la société. Besoin à moyen terme, ça sera éventuellement un prêt bancaire, un crédit bail ou une autre source de financement si vous faites par exemple du financement participatif pour développer votre entreprise. 2 points clés, le besoin en fonds de roulement, si vous devez retenir 2 points clés, donc le besoin en fonds de roulement, c'est ce qui va déterminer l'évolution opérationnelle, je dirais, de votre entreprise en termes de trésorerie, et la capacité d'autofinancement, c'est la capacité de l'entreprise qui lui permettra de faire face à son développement et ses charges d'emprunt. Quand vous avez une CAF qui est utilisée à 100%, il y a un problème de marge, il y a un problème de développement. On pourrait être mis en difficulté parce que le moindre décalage que vous aurez sur un impayé, sur une facture qui vient en retard ou un litige avec un de vos clients mettra en défaut votre société. Pour rentrer dans le détail, on a différentes choses. On a donc les fonds propres. L'origine des fonds propres, c'est important de discuter avec votre banquier. Est-ce qu'aujourd'hui, à titre privé, c'est votre épargne personnelle que vous mettez à disposition de l'entreprise ? Quand on parle de fonds propres ou quasi-fonds propres, il y a le capital social, il y a les réserves. On peut y intégrer aussi en apport, c'est le compte courant d'associé. Compte courant d'associé, vous mettez à disposition des fonds de l'entreprise que vous êtes amené à un moment donné à récupérer sur le résultat. Donc ça, c'est simplement une partie fiscale, mais elle est importante parce que votre banquier, donc votre partenaire financier, il va faire la distinction entre les deux et il va intégrer le fait qu'à un moment donné, vous allez sans doute sortir ou récupérer de vos comptes courants quand la trésorerie ou quand le bénéfice vous le permettra. Donc faites attention à la répartition entre les deux. Monter une SARL avec un pack capital, par exemple à 1 000 € pour solliciter, je donne un exemple, un financement à 500 000, il y a un décalage. Alors, mettre en place des fonds propres ou un capital social important pour faire plaisir à votre banquier, c'est pas la question. Le but, c'est d'avoir un capital qui soit en phase avec votre activité et même vos concurrents. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si votre concurrent il a un capital social à 50 000 € et que vous arrivez avec un capital à 500 €, votre client, il faut le séduire. Il faut lui apporter une certaine sécurité. Il va vous passer peut-être une commande qui sera supérieure à votre capital social. Donc il y a vraiment le lien à faire entre les deux et le conseil peut être apporté soit par le banquier, soit par le conseiller en entreprise ou par votre expert comptable sur la bonne répartition. Demain, vous allez demander une ligne court terme à votre banque. Capital social de 500 €, et vous demandez 20 000 € de court terme, il y a un décalage. Il faut vraiment qu'il y ait un équilibre entre les deux. Votre banquier ne sera pas là pour vous embêter en disant il faut 10, 15, 20 000 €. Nous, on aime bien la corrélation et l'équation sur ce point-là. C'est-à-dire que le capital social et les fonds propres que vous mettez à disposition de l'entreprise doivent être en phase avec le financement que vous allez solliciter, mais surtout, avant tout, avec votre marché, vos concurrents et vos clients. Vous apportez de la crédibilité en ayant un capital social ou des fonds propres d'un certain niveau par rapport à votre développement d'entreprise. Les fonds propres ou les apports en compte courant que vous rajoutez dans l'entreprise, c'est pour votre développement. Voilà, ce n'est pas un investissement, c'est pas pour... vous croyez à votre entreprise, il n'y a pas de raison, mettez le niveau de fonds propres dont vous avez besoin. Il n'y a pas de montant déterminé, mais il y a toujours l'image qui peut en refléter derrière. Alors l'origine des différents fonds propres, c'est essentiellement, comme je l'ai dit, des parts personnelles. Est-ce que éventuellement c'est un don familial ou est-ce que c'est un prêt bancaire? Faire un prêt bancaire pour apport titre personnel
pour apporter dans le capital, il faut vraiment faire attention à cette situation personnelle parce que vous créez un endettement à titre privé. C'est-à-dire que vous allez avoir peut-être une charge supplémentaire, peut-être assumer parce que votre conjoint a des revenus qui permettent de faire face aux charges du couple, mais bien les déterminer en amont, bien être en phase sur cette partie-là. Ou alors vous pouvez toujours faire appel à un prêt d'honneur à la pile, ce qu'on verra tout à l'heure, je pense. Voilà. 2 points, le financement court terme, moyen terme. Alors le financement court terme, on va appeler ça aussi le financement de la caisse. C'est le besoin court terme que vous allez avoir au quotidien. Vous allez peut-être avoir une activité avec une certaine forme de saisonnalité. Faites attention à la clôture de votre bilan. Ça serait dommage de clôturer au mauvais moment de l'année. Peut-être faire un premier exercice avec 12, 14, 15, 16 ou 18 mois pour vraiment avoir le cycle et la saisonnalité dans le premier bilan, pour avoir une vision sur la deuxième année que vous allez pouvoir réaliser, plutôt que clôturer avant et avoir peut-être une perte ou les charges plus importantes prises en charge dans le bilan et qu'il n'y a pas de répercussion sur la deuxième année. Ça serait dommage. Une ligne court terme en première année sans bilan, c'est compliqué. Alors, je balaye la question forcément. Votre banquier, il a besoin d'être assuré. Il a besoin aussi qu'on lui confirme les éléments que vous lui avez remis dans le prévisionnel. Un prévisionnel, c'est une prévision sur 1 à 3 ans. Quand on dépasse les 3 ans, je veux dire, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. La durée, c'est tellement raccourci. Quand on voit le développement de certaines entreprises, un fort potentiel, par exemple, comme nous, on peut accompagner, ils ont une prévision de chiffre d'affaires et puis ils font x10 au bout de 3 mois. Donc, on va chercher des investissements participatifs pour continuer à financer le développement de cette entreprise. 2 modes de financement court terme, c'est aussi l'escompte, la facturage. L'escompte, vous allez remettre une traite à l'encaissement ou à l'escompte pour financer votre besoin court terme. Vous l'avez dit, c'est sous responsabilité et je vous engage à vérifier la solvabilité de la traite qui est tirée. C'est pas parce qu'on vous remet une traite qu'elle sera fortement honorée. La solution qui est la plus sécurisante aujourd'hui quand on est en phase de développement et de création, ou de reprise d'entreprise, hein, bien sûr, parce qu'on a aussi parlé là, on est aussi présent pour parler de reprise d'entreprise, c'est la facturage. La facturage, déjà, l'avantage, c'est que vous allez bénéficier d'une assurance sur la facture que vous allez confier à votre facteur, mais aussi, ça vous permet d'avoir un regard extérieur du vécu par le facteur, parce qu'il va vous dire à un moment donné, bah, écoutez, ce qu'il y en a, vous avez une facture à 15 000 €, mais je prends 10 000 €. Il faut regarder plus près. C'est-à-dire que peut-être que votre client a peut-être une situation ou une note Banque de France qui est peut-être mal cotée. Donc après, c'est à vous d'engager votre propre responsabilité ou si vous avez confiance en votre entreprise, d'aller un peu plus loin. Mais ça vous permet d'avoir un regard et d'avoir une certaine forme de sécurité sur votre poste client qui permettra le développement de votre entreprise. Hein. Concernant les financements qui sont maintenant sur une durée moyen-long terme, alors on distingue les financements moyen terme qu'on est sur une durée de 7 ans. Donc là, on finance vraiment le matériel d'exploitation, ce qui est opérationnel pour votre entreprise, style un véhicule, style une machine de production, style l'équipement de bureau que vous allez avoir besoin, l'équipement de tablette pour aller faire signer vos contrats à distance si nécessaire, parce qu'aujourd'hui, je pense que ce volet doit être forcément étudié. Et le long terme, entre 7 et 12 ans en règle générale pour de l'investissement immobilier. On peut aller jusqu'à 15 ans selon le type d'investissement immobilier. Pourquoi on s'arrête souvent à 12 ans? C'est parce que la valorisation d'un local professionnel, il est un peu moins liquide qu'un bien immobilier, qu'un appartement ou qu'une maison. Et il nécessite souvent des travaux de mise aux normes à un moment donné. Parce qu'il y a une législation, il y a un texte qui tombe. Et pour continuer votre entreprise, il va falloir mettre le bâtiment aux normes. Donc ça peut vous contraindre aussi à un moment donné de vendre le bâtiment et de déménager. Donc on vous encourage forcément à être sur une durée entre 12 et 15 ans maximum. Le crédit bail immobilier, donc là, c'est vous confiez le matériel, vous en êtes plus tout à fait propriétaire, mais vous avez une option d'achat derrière. C'est souvent pour des véhicules, des camionnettes ou des camions, du matériel d'équipement classique, des machines-outils par exemple qui peuvent se financer en crédit bail mobilier ou alors un leasing pour la partie location de véhicules, mais là vous n'en êtes pas du tout propriétaire. C'est un loyer qui est impacté, vous utilisez le véhicule et à la fin du contrat, en règle générale, vous le restituez au loueur.
Un autre mode de financement qui est le crowdfunding ou le financement participatif qu'on peut forcément voir se développer aujourd'hui. Vous faites appel à des particuliers, des entreprises pour financer votre propre développement. On peut le voir sur l'investissement de certains projets par des business angels où ils viennent prendre simplement une part en capital ou simplement un investissement participatif dans le développement de votre entreprise. Alors c'est peut-être demain le groupe qui viendra vous racheter parce que vous êtes sur un marché de niche qui vient de compléter leur activité. C'est un mode de financement qui permet d'être évoqué aujourd'hui. Quand on parle de financement, quand on parle de prêt, on parle souvent aussi de garantie. Différentes garanties qui peuvent vous être demandées. Alors, je vais balayer la première parce que c'est l'hypothèque et le privilège prêteur de deniers. L'hypothèque Alsace-Moselle, PPD, c'est hors Alsace-Moselle. Simplement, cette garantie-là vous sera demandée quand vous faites un investissement d'un local professionnel pour une SCI ou pour votre développement privé. Donc, c'est exactement le même type de garantie qu'à titre personnel quand vous achetez un appartement. La garantie qui est quasiment ou systématiquement prise, c'est le nantissement. Nantissement de fonds de commerce ou nantissement de part. Aujourd'hui, ça a une certaine valeur juridique. Bon, un fonds de commerce entre guillemets, qui vient en liquidation, ça vaut plus grand-chose. Mais ça a le mérite aussi de marquer votre engagement parce qu'on vous le demandera. Simplement, si demain vous vendez votre compte de commerce, comme je vous l'ai dit en introduction, la banque est un partenaire, elle fait confiance à l'homme ou à la femme créatrice ou repreneur d'entreprise. Donc on a envie d'être sollicité le jour où vous vendez votre fonds de commerce parce qu'on a peut-être simplement envie de se faire rembourser et pas faire confiance aux porteurs de projet que vous avez choisi mais qu'on ne connaît peut-être pas. Bon, on vous encourage quand même à nous le présenter, ça vous permettra de faire une transaction et puis d'assurer votre projet de cession. Les garanties personnelles qui viennent toujours en complément avant d'enchaîner sur la partie société de caution. Garanties personnelles, alors souvent elles sont prises sous seing privé, c'est-à-dire que votre établissement financier vient en complément de la partie nantissement ou nantissement de part. On vous demandera une partie, cette caution elle sera toujours prise en fonction de votre situation privée. D'où l'importance d'avoir une communication avec votre banquier sur votre situation, sur votre patrimoine, sur le fait que si vous êtes marié en communauté, est-ce que madame sera d'accord pour signer la caution aussi? C'est une question qu'il faut évoquer avec votre conjoint parce que vous pouvez être amené à engager votre patrimoine personnel dans le cadre d'une caution. Alors la caution elle peut être sous seing privé ou notariée, c'est-à-dire simplement qu'elle est signée, prise chez un notaire ou chez une personne qui est plus habilitée parce que le nantissement peut être pris aussi par rapport à un expert comptable ou nantissement de part notamment. Les sociétés de caution mutuelle, alors deux points qui sont mis en avant par la Banque Populaire, c'est la Socama et la Soprolib. Socama, société de caution qui est mise à disposition pour les projets mise en place par les artisans, et la Soprolib, c'est une société de caution mutuelle pour les professions libérales. Ces deux organismes de caution, comme vous pouvez le voir, permettent de couvrir 100% du prêt, c'est-à-dire que votre caution personnelle n'est pas demandée. Donc c'est un avantage aussi, mais il faut vraiment être dans ces deux cas de figure. Bien souvent, vous allez entendre parler de votre banquier de BPI. Pour certains, ça parle, pour d'autres, un peu moins. BPI, c'est un organisme de caution de l'État qui permet de venir garantir pour partie votre projet. Pour les jeunes entreprises ou pour les projets de création de reprise d'entreprise, mais aussi pour le renforcement de trésorerie. Alors ça peut aller de 50 à 70% de garantie, et ça a un coût. Le coût il est calculé directement quand on monte le dossier, donc il n'y a pas de surprise particulière, on vous le détermine et on peut les inglober si besoin, si nécessaire dans le financement, parce que cette caution vous apporte une garantie et vous permet d'être caution que pour le différentiel. Un dernier point, c'est vous assurez aussi votre véhicule, vous assurez votre fonds de commerce, vous assurez votre maison. Quand vous faites un prêt à titre professionnel, on vous demandera ou on vous conseillera surtout d'avoir une assurance emprunteur pour couvrir le prêt si demain malheureusement vous devez vous arrêter ou si l'entreprise connaît
des difficultés. Si elle connaît des difficultés, vous allez devoir faire face à vos engagements, mais elle connaîtra peut-être parce que vous avez une situation personnelle qui s'est dégradée, soit une maladie ou un arrêt de travail. Donc forcément, ça va vous permettre aussi de faire face à cette charge de crédit. Et un autre point qui peut être important si demain vous avez par exemple un cas d'urgence ou pour vous-même que vous souhaitez assurer, c'est l'assurance homme clé. L'assurance homme clé, c'est de dire moi, j'ai un cadre qui me gère toute la partie Est de la France. Je souhaiterais l'assurer à titre privé et pris en charge par l'entreprise, qu'il arrive quelque chose, que je puisse faire face, je dirais, à son remplacement. Donc, il y a ces possibilités qui existent, mais ça, c'est une information que je vous donne et je vous encourage à le voir avec votre partenaire, partenaire financier ou la Banque Populaire, quand vous viendrez nous présenter votre projet. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens sur la partie simplement prévoyance. Prévoyance, c'est la loi Madelin qui existe, qui vous permet aujourd'hui d'avoir une assurance privée en cas de maladie, décès, qui vous permet justement de faire face à une situation d'invalidité permanente ou autre, ça on regarde dans le détail le coefficient, et de faire face à une perte de revenus. Ce point-là peut être important, surtout si vous êtes en entreprise individuelle. De toute façon, il est pour les entreprises individuelles ou pour les professions libérales. Par contre, pour ce qui est société ou SASU, vous allez être salarié de votre entreprise. Donc là, c'est différentes démarches classiques qui pourront être faites avec votre expert comptable. Alors une entreprise, elle se développe, elle croît, elle continue son développement. C'est ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui dans votre projet de création d'entreprise. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des défaillances. Une défaillance existe. Une entreprise sur deux ne passe pas forcément le cap des 5 ans. Bien souvent, c'est par faute d'accompagnement ou faute d'écoute. Que ce soit le conseiller en création d'entreprise, votre expert comptable ou votre partenaire financier. On n'est pas là pour vous empêcher de voir votre projet. On est là pour vous accompagner. On y croira plus, on y croira moins, on sera peut-être très enthousiaste pour vous accompagner, ça c'est notre rôle premier. Mais souvent, les problématiques du début, on les retrouve à la fin. Si votre entreprise a une insuffisance de fonds propres, dès le démarrage de votre projet, vous allez rencontrer cette difficulté. Ça sera mathématique, parce que vous ne pouvez pas faire face à votre développement. Et il n'y a rien de plus frustrant de se dire je ne peux pas prendre cette commande-là parce que je ne peux pas acheter mes marchandises, parce qu'il me manque à un moment donné un peu de trésorerie ou un volant de trésorerie qui permettrait de faire face à ce point-là. Une mauvaise publicité, une incitation de la clientèle, ce que je reviens au premier point. L'importance d'être présent aujourd'hui sur les réseaux sociaux et de prendre en compte le budget communication. Vous allez peut-être affilier à une franchise, vous allez peut-être avoir des concurrents qui ne vous auront pas forcément du bien, d'où l'importance de gérer sa propre communication et sa propre image. Le risque d'impayé qui n'aura pas été pris en compte. Considérez que 100% de vos clients vont vous régler sans difficulté. Ça ne sera pas forcément toujours le cas. C'est important d'intégrer cette partie parce que vous allez toujours avoir demain peut-être un litige, légitime ou non, avec un de vos clients qui va mettre 30 jours à vous régler, va peut-être vous mettre 6 mois, 1 an. Vous allez peut-être aller en procédure pour finalement porter une provision à votre bilan. Mes ententes entre associés, quand vous êtes associé à 50-50, qui dirige, qui décide? Est-ce que vous serez toujours d'accord sur tout? Pas forcément. Une entreprise, ça vit, ça évolue. Peut-être privilégier le 51-49. Est-ce que la situation privée de votre associé, elle est aussi en adéquation avec la vôtre? C'est des questions que vous pouvez avoir ensemble parce que des fois, on voit 2 anciens cadres salariés qui s'associent pour développer leur entreprise. Donc, d'où l'importance de bien définir les rôles de chacun. S'il y en a un qui n'est pas d'accord, qu'est-ce qu'on fait? Comment on décide et comment on décide de maintenir notre développement? La mauvaise gestion, ça peut arriver. C'est de dire finalement au début, j'ai besoin de 1 500 €, 2 000 € par mois, ça me suffit. Et quand on fait le calcul de ses charges personnelles, on se rend compte qu'il faut plus 30 ou 40% plus et on ne l'a pas prévu. Donc faire attention à la partie prélèvement, se dire que éventuellement, c'est certain, vous allez pouvoir vous prélever des dividendes en fin d'année, vous allez sans doute avoir un véhicule de fonction que vous n'avez peut-être pas dans votre ancienne activité, mais bien respecter le plan de trésorerie ou les charges fixes que vous avez déterminées au début. Il faut vraiment pallier au jour le jour et porter une attention toute particulière à l'évolution de votre trésorerie.
Pour conclure, ce que j'aimerais simplement rappeler, c'est que votre banquier est un partenaire. On n'est pas là pour des freins, mais on est vraiment là pour vous aider, pour vous accompagner dans la réussite de votre projet. On a besoin d'avoir un dialogue ouvert avec vous, c'est-à-dire on parle de la situation idée, quel sera le développement de votre entreprise. Je ne pas que sur le papier, mais peut-être venir vous rencontrer, si besoin, présenter les locaux à votre banquier quand vous avez décidé peut-être de signer le bail. On est aussi là pour venir avec vous sur le terrain. On souhaite que la présentation du dossier soit claire et concis, bien expliqué, bien détaillé. On vous demandera peut-être d'approfondir un ou deux thèmes, voilà, parce qu'on aura besoin d'avoir une vision un peu plus large sur les choix de vos fournisseurs ou le développement que vous souhaitez mettre en avant. Les différentes solutions de financement qu'on vient d'évoquer, il y a un éventail très large qui peut être fait. C'est un peu comme une boîte à outils. Vous allez privilégier à un moment donné peut-être le crédit bail parce que le matériel que vous avez choisi s'y prête mieux. Après, un crédit à moyen terme parce que le financement ou le choix est plus approprié, par exemple sur de l'agencement de magasins. Ces différentes techniques de financement, on les verra ensemble. On sera amené pour vous conseiller aussi, pour faire en sorte que vous ayez qu'à vous consacrer au développement de votre projet de création d'entreprise. Là-dessus, écoutez, moi je vous remercie pour votre attention. Emmanuel va prendre le relais sur la partie aide à la création et puis je vous dis à tout à l'heure pour les questions et réponses que vous pouvez avoir. Bien, merci Christophe pour ces informations claires et détaillées. Donc aujourd'hui, dans votre projet de création d'entreprise, l'important, c'est ce que je disais en préambule et ce que Christophe a rappelé dans sa présentation, c'est d'être accompagné, c'est de ne pas rester isolé. Aujourd'hui, pour construire une présentation de projet une présentation de projet et un prévisionnel convaincant, voyez le banquier comme également un partenaire sur lequel vous pouvez vous appuyer, qui a une vraie expertise, une connaissance du métier, parfois de l'activité que vous souhaitez exercer. Donc, allez également chercher de l'information auprès du banquier, qui sera là également, donc, comme dit, pour vous accompagner. Maintenant, notre rôle aussi, à nous en tant que Chambre de commerce et d'industrie, ça va être de vous accompagner dans la sollicitation, dans le montage de dossiers concernant des aides à la création et à la reprise d'entreprise. Voilà, ça fait partie intégrante de mon métier. Je passe beaucoup d'heures à vous accompagner pour monter ce type de dossier. Mais je voudrais faire un préambule avant. Il y a des dispositifs d'aide qui existent. Certains sont mis en place par l'État, d'autres par d'associations. Une multitude de choses existent et je vais vous les présenter. Mais ne construisez pas votre projet de création d'entreprise en fonction des aides que vous pouvez obtenir. Malheureusement, on entend trop souvent « Tiens, j'ai droit à cette aide-là, donc je vais exercer cette activité-là à cet endroit-là. » Non, il ne faut pas envisager les choses de cette façon. Un projet de création d'entreprise doit être viable, doit être rentable sans les aides. Les aides que vous pouvez solliciter, ce ne sont qu'un bonus. Si vous avez droit à une subvention, c'est quelque chose qui rentrera comme dans votre compte en tant que subvention exceptionnelle et ça vous fera du bien au niveau de la trésorerie de l'entreprise. Mais il faut que l'activité soit rentable, puisse vous générer un salaire ou une rémunération hors aide. Donc, ce que vous pouvez acquérir, c'est très bien et on vous accompagnera pour le faire, mais ça ne doit rester qu'un bonus. L'activité doit être rentable hors aide. Donc, au niveau de ces fameuses aides, tout le monde n'est pas éligible au même type d'aide. On va regarder quels sont les différents critères d'éligibilité. Donc déjà, dans un premier temps, il y a ce qu'on appelle le statut du demandeur. Alors quand on parle de statut, ça reste le statut au niveau de l'emploi. Quelle est votre situation professionnelle aujourd'hui ? Soit vous êtes salarié, soit demandeur d'emploi, soit bénéficiaire d'un minimum social. En fonction de cette situation, différents dispositifs peuvent être sollicités.
On va également regarder où vous allez vous implanter. Si vous vous implantez sur un secteur qui bénéficie d'une certaine politique d'aménagement ou de développement commercial, vous allez pouvoir avoir droit à certaines aides en plus. On verra lesquelles sont favorisées. Certains secteurs d'activité sont également plus favorisés que d'autres. Aujourd'hui, la majorité des aides dépendent du contexte politique, elles sont souvent financées par de l'argent public. Donc, en fonction de l'activité que les politiques cherchent à mettre en avant, certains dispositifs d'aide s'appliquent à certaines catégories d'activités et pas forcément à d'autres. Et puis, on va également regarder quelle va être la dimension, quel va être l'impact de votre projet en termes d'embauche. Un projet qui va demander l'embauche d'une dizaine de salariés ou la reprise d'une entreprise avec un nombre de salariés conséquent aura forcément droit à plus d'aide que quelqu'un qui se lance seul en micro-entreprise. Forcément, on va regarder quel va être l'impact pour le territoire d'implantation de l'activité. Et évidemment, on va regarder les investissements qui sont prévus. Donc, plus le projet nécessite d'investissement, plus le montant d'aide que vous pouvez solliciter sera élevé. Aujourd'hui, c'est sûr que si vous autofinancez votre projet, si vous avez un projet, une micro-entreprise, qui nécessite finalement que très peu d'investissement, vous n'allez pas forcément pouvoir solliciter tous les dispositifs d'aide que je vais vous présenter. Mais on va commencer par ceux qui intéressent tout le monde, donc en détaillant les différents types d'aides qui existent. Donc l'aide qui va concerner le plus de personnes, parmi vous et parmi ceux qui nous suivent sur Facebook aujourd'hui, ça va être une exonération de charges sociales. Jusqu'à aujourd'hui, quand vous étiez salarié, c'est votre employeur qui, en vous payant un salaire brut, payait pour votre protection sociale, donc au niveau de la CPAM, et cotisait pour votre retraite. Aujourd'hui, vous allez être, enfin demain plutôt, puisque vous êtes tous en phase de création de reprise, vous allez être votre propre chef d'entreprise, votre propre patron, et donc vous allez devoir cotiser vous-même pour la retraite, pour l'assurance vieillesse, pour CSG, CRDS, etc., etc. Toutes les petites lignes que vous voyez sur votre fiche de paye à l'heure actuelle. Donc ça a évidemment un coût, et dans certaines situations, vous pouvez en être dispensé pendant 1 voire 3 ans, selon certaines modalités. Pôle emploi peut également être un partenaire très utile et très efficace dans la création de votre entreprise, puisqu'ils mettent en place des dispositifs d'aide non négligeables au démarrage que je vous décrirai tout à l'heure. Des prêts en complément de prêts bancaires peuvent également être sollicités. Christophe, tu nous parlais de plateforme d'initiative locale tout à l'heure, donc je vous détaillerai par la suite ces dispositifs. Des subventions peuvent être sollicitées, mais là, voilà, ça va dépendre du secteur d'activité, mais également du lieu d'implantation que vous allez choisir. Et on conclura enfin sur tout ce qui est garantie, garantie en prêt bancaire. Christophe nous parlait tout à l'heure de l'importance des cautions qui vont s'exercer sur le prêt bancaire, de caution personnelle, de nantissement, que ce soit de fonds de commerce ou de part sociale. Mais parfois, quand on est locataire, qu'on est jeune, on n'a pas forcément énormément de patrimoine qu'on peut mettre en garantie ou en caution par rapport au prêt. On n'a peut-être pas envie de faire appel à ses parents ou à un proche pour cautionner le prêt. On ne veut pas faire prendre de risques à sa famille. Donc, certaines structures existent pour se porter caution sur un certain montant du prêt bancaire. Donc, je vous détaillerai le dispositif et les organismes tout à l'heure. On va commencer donc par parler d'une aide qui va toucher, je pense, un grand nombre d'entre vous. C'est donc cette fameuse exonération partielle de cotisation sociale qu'on appelle l'ACRE. Donc l'ACRE va concerner notamment les bénéficiaires suivants. Donc les demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables. Donc si vous êtes, au moment où vous créez
l'entreprise ou vous reprenez l'entreprise dans la situation du demandeur d'emploi indemnisé ou que vous êtes inscrit chez Pôle emploi depuis plus de 6 mois, vous avez le droit de bénéficier de ce dispositif. Ceux qui sont bénéficiaires des minima sociaux peuvent également solliciter l'ACRE, donc à savoir le RSA ou la SS, pour reprendre les principaux. C'est un dispositif qui est également accordé à tous les jeunes de moins de 25 ans qui créent leur entreprise. Et on parlait d'implantation géographique tout à l'heure. Chaque personne qui crée une entreprise, peu importe la situation professionnelle dans laquelle il est, s'il crée cette entreprise dans ce qu'on appelle une ZUS, une zone franche urbaine, peut bénéficier de l'ACRE. Donc, les secteurs sur la ville de Metz sont les quartiers de Borgny et de Bellecroix. Vous avez aussi en Moselle les quartiers Bel Air à Thionville et dans la zone de Forbach, le quartier du Wiesberg. Donc, renseignez-vous bien sur votre implantation géographique si vous pouvez bénéficier de ce dispositif. Donc, en quoi consiste l'ACRE? Donc, en fonction de votre statut juridique, vous allez devoir payer un certain pourcentage de votre rémunération pour prendre en charge votre retraite, notamment, et votre protection sociale. Donc, en fonction du statut juridique, les modes d'attribution vont varier. Si vous êtes micro-entreprise, vous allez bénéficier d'une réduction du pourcentage de charges sociales que vous allez payer sur votre chiffre d'affaires. Et cela pendant les 3 premières années. Si vous êtes en entreprise individuelle ou gérant d'une SARL, vous allez devoir la première année payer une provision à ce qu'on appelle le régime social des indépendants. Cette provision, en 2017, elle était de 3 200 €. Si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, elle va être réduite à environ 1 000 €. Et si vous êtes ce qu'on appelle assimilé salarié, donc président d'une SAS ou d'une SASU, vous allez vous payer un salaire. Aujourd'hui, quand vous versez 1 000 € net, vous avez environ 280 300 € de cotisation sociale pour la sécu, la retraite, etc., etc. Tout ce qui est sur la diapo. CSG, CRDS, formation, etc. Donc, bénéficier de l'ACRE vous permet de passer donc, ce taux de charge de 28%, 30% par brut à une dizaine de pourcents. Donc, ce qui vous fait sortir moins d'argent tous les mois pour votre protection sociale. Tout en restant, bien entendu, couvert contre votre carte vitale, sera évidemment prise en charge par le régime auquel vous allez appartenir. Donc ce n'est pas un dispositif sur lequel vous recevez de l'argent, mais c'est un dispositif sur lequel l'argent ne sort pas de la société. Donc ça va être favorable pour votre trésorerie. Comment vous pouvez le solliciter, ce dispositif? Non seulement c'est le plus simple, il suffit de remplir un formulaire, vous allez mettre 30 secondes à le remplir. Le jour de votre immatriculation, vous le transmettez, vous le joignez à votre dossier que vous déposez au centre de formalité. Et si vous rentrez dans les critères, le dispositif est validé et donc l'exonération de charges également. Pôle emploi peut également donc vous aider dans votre démarche de création d'entreprise. Alors, sur Pôle emploi, je mets un petit avertissement. Pôle emploi donc, va pouvoir vous accompagner. Donc, les informations que je donne aujourd'hui, c'est les informations qui sont valables au 14 décembre 2017. Si la loi change, ce que je vous dirai n'est pas forcément, mais plus forcément valable. Donc, pour tout ce qui est aide de Pôle emploi, je vous les présente, mais il faudra bien que vous validiez ça avec votre conseiller Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi indemnisé. Donc aujourd'hui, Pôle emploi peut vous aider de 2 façons différentes. Soit en maintenant partiellement vos allocations. Ça veut dire que si Pôle emploi vous verse 1 000 € par mois, que vous, grâce à votre activité, vous arrivez à générer un revenu de 500 € par mois, Pôle emploi fera le complément. Il vous versera 500 € pour que vous arriviez aux 1 000 qui vous verseraient normalement. En fait, vous êtes sûr de ne jamais toucher moins que ce que Pôle emploi vous verse.
Ça, c'est une sécurité pour votre situation personnelle au démarrage de l'entreprise. Vous avez aussi la possibilité de bénéficier du versement d'un capital au démarrage. Pôle emploi va regarder la totalité des allocations qui vous restent. On va en prendre 45%, dont vous aurez une moitié le jour où vous créez l'entreprise et le reste 6 mois après. Et si l'entreprise coule au bout de 3 ans, avant 3 ans, vous avez la possibilité de solliciter encore ce qui vous reste d'allocations qui vous seront versées tous les mois. Je prends un exemple rapide et concret. Vous êtes indemnisable à hauteur de 1 000 € par mois pendant 2 ans. Ce qui veut dire que vous avez droit à 1000 fois 24 mois, soit 24 000 €. Si vous choisissez le versement du capital, on va prendre donc 45%, ça fait 10 800 € de cette somme-là, et on vous en versera donc 5 400 au démarrage, 5 400 6 mois après. Mais attention, vous ne bénéficiez plus tous les mois du versement de vos allocations. C'est le choix, c'est l'un ou l'autre. Alors il n'y a pas de bonne solution, il n'y a pas de solution bonne ou mauvaise, c'est en fonction du projet et de la situation personnelle de chacun. Donc soyez quand même prudent. On peut toujours jouer la sécurité en choisissant le maintien des allocations, mais dans certains cas, je pense notamment à la reprise, la prise du capital peut être une solution intéressante. On va ensuite parler des prêts d'honneur. Donc en plus d'un prêt bancaire, vous avez la possibilité de solliciter différents organismes pour générer ce qu'on appelle des fonds propres ou des quasi-fonds propres. Ça va être un prêt à taux zéro que vous allez pouvoir réinjecter dans l'entreprise. Donc il y a deux organismes, enfin deux fonds différents qui peuvent vous prêter de l'argent donc à taux zéro. Donc le premier organisme s'appelle la PFIL, la plateforme d'initiative locale. Donc sont concernés par ce dispositif-là tout le monde. Donc peu importe votre situation professionnelle, alors je dirais un peu importe votre projet, donc peu importe votre projet, là toutes les activités sont concernées à l'exclusion de l'immobilier que les plateformes d'initiative locale ne financent pas. Il faut être gérant effectif de l'entreprise et surtout il faut avoir sollicité un prêt bancaire dont le montant soit au moins égal au prêt d'honneur. Ça veut dire que si vous avez un prêt bancaire de 10 000 €, vous ne pouvez pas en solliciter 15 000 à la plateforme d'initiative locale. C'est toujours inférieur. Donc le montant des prêts peut varier entre 1 500 et 30 000 €. Ça dépend de la taille de votre projet, ça dépend de son implantation et ça dépend surtout du nombre d'emplois créés. Alors, la PFIL, l'acronyme, ça veut bien dire plateforme d'initiative locale. Ça veut dire que chaque plateforme en Moselle, et en Moselle il y en a 4, une à Metz, une à Thionville, une à Sarreguemines et une à Sarrebourg, chaque plateforme, finalement au niveau du montant des prêts, a plus ou moins ses propres règles. Donc ça dépend de l'implantation. Christophe et moi siégeons au comité de Initiative Metz. Initiative Metz, la règle qui existe, qu'on s'est fixé, c'est 7 000 € par emploi créé. On ne pourra pas financer plus compte tenu du nombre de projets qui passent et des fonds finalement qui sont pas illimités. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Donc on est obligé de limiter à 7 000 € par emploi créé. Sur d'autres plateformes, c'est peut-être d'autres règles. Cet après-midi, je siège à la plateforme de Sarreguemines. On plafonne à 10 000 € par exemple. On ne pourra pas solliciter plus. Donc c'est du cas par cas. Autre dispositif qui existe jusque fin 2017, ça va être ce qu'on appelle le prêt NACRE. Le prêt NACRE, c'est également un prêt sans intérêt. C'est un prêt d'honneur. Donc, on vous prête de l'argent que vous remboursez. Donc, sur le dispositif NACRE, ce sera en 60 mois. Ce sera sur 5 ans, sur lequel il n'y a aucun intérêt. Donc, à la différence du prêt PFIL, celui-ci s'adresse qu'à un public de demandeurs d'emploi indemnisés.
ou un public bénéficiaire de minima sociaux. L'enveloppe également est plafonnée. Donc là, on est sur un maximum de 8 000 €. Et il s'adresse à des projets de création dont le montant des investissements ne dépasse pas 75 000 €, sauf en cas de reprise où, dans ce cas-là, il n'y a pas de plafond fixé. Et comme pour le PrEPFIL, c'est un prêt qui est toujours débloquable à condition que vous ayez obtenu un prêt bancaire. C'est toujours quelque chose qui vient en complément. On ne peut pas financer un projet de création d'entreprise avec seulement un prêt d'honneur. Il faut avoir également sollicité et obtenu un prêt bancaire. Ces deux prêts-là sont faits pour finalement augmenter soit votre apport perso, soit pour soulager la trésorerie de démarrage de l'activité. Puisque c'est de l'argent que vous remettez, ce sont des prêts personnels que vous remettez dans la société, que vous pouvez très bien vous faire rembourser via ce qu'on appelle un remboursement en compte courant d'associé par la société, mais c'est un prêt personnel que vous réinjectez dedans. Donc attention. Donc pour le prêt NACRE et pour le PrEPFIL, il y a un dossier à monter sur lequel je peux vous accompagner, bien entendu. Le dossier là est ensuite présenté à un comité constitué d'experts comptables, de professionnels de la création d'entreprise, de banques, dont la BPLC fait partie, de chefs d'entreprise. Vous présentez votre dossier, ça dure une petite demi-heure, et si on vous dit oui, ben dans les 3 semaines qui viennent, les fonds sont débloqués. Donc ça, c'est valable pour le prêt NACRE et pour le PrEPFIL, ça passe dans le même comité. Pour monter ou pour rentrer dans un de ces deux dispositifs, je vous invite à nous contacter pour qu'on puisse ensemble travailler un dossier de préparation, si toutefois vous rentrez dans les critères d'éligibilité. Au niveau des pouvoirs publics, le Conseil régional du Grand Est peut également vous aider, puisqu'il va pouvoir accompagner tout porteur de projet, mais dans des projets bien spécifiques. Souvent, ce sont des projets industriels ou artisanaux. Ça peut être dans des entreprises innovantes, ça peut être sur des projets d'économie sociale et solidaire, mais ça peut être aussi pour des entreprises qui s'implantent en milieu rural. Donc si vous êtes dans cette situation, vous pouvez nous contacter, nous, Chambre de commerce et d'industrie, mais également la Chambre du métier et de l'artisanat, pour ceux qui auraient une activité à caractère artisanal, pour monter un dossier de subvention, parce qu'il y a les subventions, ce qu'on appelle des avances remboursables, donc des prêts à taux zéro, pour pouvoir vous aider dans votre projet de création d'entreprise. Mais là, c'est des dossiers qui se montent avec un organisme accompagnant, donc nous, par exemple, Chambre de commerce et d'industrie. On va également parler donc des aides diverses, mais aussi des garanties que vous pouvez solliciter sur le prêt bancaire. Alors, en plus de BPI France, en plus de différentes sociétés de caution mutuelle qui peuvent exister pour un projet de création, en plus surtout de la caution personnelle, existent différentes structures qui peuvent se porter caution sur une certaine partie du prêt bancaire. Il existe notamment ce qu'on appelle le fonds de garantie à l'initiative des femmes qui, comme vous l'aurez deviné, concerne un public féminin créateur d'entreprises. Donc, ce fonds-là peut se porter caution sur 70% du prêt bancaire plafonné à hauteur de 27 000 €. Je prends un exemple, si vous faites un prêt de 30 000 €, qu'il est difficile pour vous de trouver une caution, vous pouvez solliciter donc le fonds de garantie à l'initiative des femmes qui se portera donc caution à hauteur de 21 000 € sur le prêt bancaire, 70% de 30 000. Donc cette garantie a un coût, 2,5% du montant garanti. Et pareil, pour monter un dossier, c'est quelque chose que vous remplissez. Il faut non seulement effectuer un dossier de présentation auprès de l'organisme qui gère les demandes, mais que ce dossier soit accepté. Donc là, on peut faire ensemble le montage du dossier.
Et si c'est OK, donc ensuite c'est la banque qui prend le relais via l'organisme cautionnaire pour effectuer les démarches administratives. Si vous êtes un homme, vous avez aussi droit à une société ou une association plutôt qui peut se porter caution sur vos projets de création d'entreprise. Donc une association nationale et sa filiale locale, donc qui s'appelle Lorraine Active, peuvent, elles, se porter caution sur environ 2/3 du prêt, sur un montant plafonné à 30 500 €. Donc là, je reprends l'exemple d'un prêt de 30 000 € que vous cherchez à faire cautionner. Donc là, si votre dossier a été retenu par le comité qui gère les demandes, vous pouvez être cautionné à hauteur de 20 000 € sur les 30 000 empruntés. Donc, pareil, cette garantie-là a un coût. On est sur 2% du montant garanti. Donc, ça peut paraître une somme un peu élevée, 400 € à débloquer au démarrage pour juste être suivi par un organisme cautionnaire, mais c'est une somme qui est quand même finalement assez minime par rapport à la solidité de la caution, et c'est des choses qui peuvent finalement, dans certains cas, débloquer une situation par rapport à une demande de prêt bancaire. Donc ça peut être une solution qui vous protège vous, qui sécurise le projet, qui sécurise la prise de risque de chacun des partenaires, que ce soit la banque, mais que ce soit vous à titre personnel. Donc n'hésitez pas à faire appel à ce type d'association. Donc tous les dispositifs que j'ai présentés, notamment les demandes de prêt d'honneur et les demandes de garantie. Également les demandes de subvention par rapport à la région Grand Est. Tous ces dispositifs-là, vous n'en êtes pas automatiquement bénéficiaire. C'est un comité, selon que vous soyez demandeur d'une garantie, d'un prêt d'honneur ou d'une demande d'aide à la région, c'est un comité qui va décider si oui ou non on va pouvoir vous faire confiance et vous aider sur le projet. Ce qui signifie que le dossier doit être préparé de la meilleure des façons. Faites-vous là-dessus accompagner par une chambre de commerce et d'industrie, par une chambre des métiers et de l'artisanat, par exemple pour les activités artisanales, pour monter un dossier. Comme vous n'en êtes pas bénéficiaire automatiquement, et que souvent c'est de l'argent public qui est engagé dedans, on ne peut pas, avec de l'argent public, favoriser tout le monde. On est obligé de segmenter et de favoriser que les meilleurs projets. Donc, faites-vous accompagner pour monter le dossier le plus convaincant possible. On sera là pour intervenir par rapport à ça. On sera là pour vous aider là-dedans. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vous remercie à tous de votre attention. Merci d'avoir été attentifs et d'avoir respecté les règles. Ah, on m'a coupé. Donc, si vous avez des questions, que vous soyez en direct ou que vous soyez dans la salle, je vous invite à les poser. Très bien, mais effectivement, nous allons passer à la séance de questions-réponses et les questions sont relativement nombreuses. Des questions qui viennent de personnes qui sont dans la salle, mais également de nombreuses questions qui sont arrivées sur Facebook. Donc, je vous propose de commencer par la première question qui a été posée, qui vient de la salle. Donc, première question, un employé qui souhaite reprendre son entreprise peut-il bénéficier de l'ACRE ? Alors, un employé qui reprend son entreprise, ça va dépendre, comme j'expliquais tout à l'heure, de la situation dans laquelle il va se trouver au moment de la reprise de l'entreprise. Et dans quelle situation est également l'entreprise. Alors, il y a 3 cas de figure. Si au moment où vous reprenez, vous êtes toujours salarié de l'entreprise, vous n'êtes pas sorti des effectifs, vous n'êtes pas inscrit chez Pôle emploi, vous n'avez pas la possibilité de le faire. Par contre, si au moment où vous reprenez l'entreprise, si votre futur ancien patron vous a licencié, ou vous avez fait une rupture conventionnelle avec lui, vous rentrez dans les critères d'indemnisation de la part de Pôle emploi. Auquel cas, vous êtes bénéficiaire de l'ACRE. 3e et dernier cas de figure, si vous êtes salarié de l'entreprise et que vous la reprenez alors qu'elle est en liquidation judiciaire, vous êtes éligible à l'ACRE.
Voilà les 3 différents cas de figure. Alors, autre question également d'une personne qui est dans la salle avec nous ce matin. Quelle est la différence entre la SAS et la SARL, notamment la différence de statut entre le président d'une SAS et le gérant d'une SARL? Alors, la différence se fait notamment en termes de protection sociale. Le président d'une SAS ou d'une SASU est rattaché et a le statut d'assimilé salarié, donc est rattaché pour la protection sociale et la retraite à la CPAM, au régime général, alors que le gérant d'une SARL est rattaché pour tout ce qui est protection sociale et retraite au régime social des indépendants, au RSI. Donc ça a une influence en termes de coût de charge sociale. On est grosso modo à 43% quand on est gérant d'une SARL de charge sociale sur la rémunération qu'on s'est fixée. Alors quand on est en tant que salarié, donc on a la partie brute et les charges patronales à payer, on est à grosso modo 75% du salaire net qu'on se verse en termes de coût de la protection sociale. Et après, le choix de la structure juridique va aussi dépendre de votre activité et de votre situation sur le développement de votre entreprise. Hein. Donc, c'est un choix qui peut se faire en concertation avec l'expert comptable qui va vous donner les 2 points de comparaison entre les avantages en étant de votre situation sur une SARL, avantages inconvénients, ou en étant sur une SAS, quoi. Et pour revenir sur la question de tout à l'heure par rapport à cette première question, c'était à l'ACRE, ça va dépendre aussi si vous faites une acquisition d'un fonds de commerce ou d'une acquisition de parts, tout simplement, parce que si vous faites une acquisition de fonds de commerce, vous allez créer automatiquement une nouvelle société. Donc vous allez pouvoir présenter également votre dossier à la plateforme d'initiative locale. Vous parlez de reprise, Christophe, ça tombe bien puisque nous avons eu une question ce matin donc sur Facebook. Quels sont les financements possibles pour une reprise de part sociale? Le financement d'une reprise de part sociale, ça va être à peu près les mêmes modes de financement que si vous rachetez un fonds de commerce. Ça va dépendre déjà du nombre de parts. Est-ce que vous allez être majoritaire ou pas? Est-ce que vous allez le faire avec différents associés? Vous allez sans doute constituer une société tête-tête, une holding pour faire l'acquisition des parts, avec un financement, un pré-équipement classique, avec un financement avec une échéance annuelle, trimestrielle, mensuelle, en fonction de ce que vous allez déterminer en fonction de la distribution de vos dividendes. Donc bien être attentif à cette partie-là, parce que vous allez avoir un lien entre la mère et la fille. Donc encore une question qui a été posée sur Facebook ce matin en direct. Est-ce que les informations qui ont été données ce matin sont également valables pour la création d'une micro-entreprise? Alors oui, effectivement, les informations qui ont été données sont valables également pour la micro-entreprise. Donc on va revenir sur peut-être les 2 dispositifs principaux qui peuvent intéresser les micro-entrepreneurs. Donc il y a surtout l'ACRE, donc si vous êtes éligible à ce dispositif qui peut être très intéressant pour vous, puisqu'il va vous permettre d'alléger vos charges sociales sur les 3 premières années suivant la création de votre entreprise. Quand vous faites, par exemple, on va prendre du concret, hein, une activité de prestation de service, vous avez grosso modo 25% de charges sociales au démarrage de l'activité. Si vous êtes bénéficiaire de l'ACRE, vous allez arriver progressivement à ces 25%. La première année, vous allez en payer 5,7, la deuxième année 11,5, la troisième année 17,1. Donc ça vous laisse les 3 premières années une rémunération nette beaucoup plus intéressante que quelqu'un qui n'est pas éligible à ce dispositif. Pareil pour Pôle emploi. Si vous souhaitez maintenir vos allocations, en fait, on va toujours regarder quelle est la rémunération que vous allez pouvoir générer grâce à la micro-entreprise. Et cette rémunération-là, si elle n'est pas suffisante, Pôle emploi pourra faire le complément pour que vous ne touchiez jamais moins que ce que Pôle emploi vous verse. Après, pour solliciter d'autres dispositifs comme un prêt d'honneur, des subventions régionales, le statut de micro-entreprise, souvent, ne permet pas de garantir au projet une certaine dimension en termes d'investissement, de création d'emplois. Donc, c'est toujours beaucoup plus compliqué de solliciter ces dispositifs-là sous le statut de la micro-entreprise. Après, au niveau du financement, Christophe, comment est-ce que tu veux?
Je dirais qu'après, votre statut de micro-entreprise va vous permettre aussi de tester votre marché. Parce qu'on est des fois dans des situations où soit c'est de la prestation de service ou un marché de niche. Ça va vous permettre aussi peut-être de solliciter un financement auprès de votre banque. Vous allez avoir de toute façon le même interlocuteur si vous êtes client de la Banque Populaire. Et on pourra échanger sur votre projet qui soit en activité complémentaire ou une activité que vous souhaitez tester. Voilà. Alors, autre question qui a été posée également, à quel moment peut-on utiliser le financement par le crowdfunding sans pour autant diluer le capital de la société ? Alors, c'est une question très technique. Je n'aurai pas la réponse dans les détails. Simplement, aujourd'hui, vous allez utiliser le crowdfunding quand vous n'avez plus de trésorerie et que vous allez forcément devoir faire des investissements plus ou moins lourds pour favoriser le développement de votre entreprise. Après, dans le financement participatif, il y a différentes choses qui existent. Vous n'êtes pas forcément toujours obligé de diluer votre capital. Malheureusement, un investisseur privé ou autre, il va vous souhaiter avoir un droit de regard sur le développement de votre entreprise et on va financer la croissance de votre entreprise. Donc, c'est une question qui mérite d'être un peu approfondie par rapport au développement de votre entreprise au moment donné où ça se présente. Voilà. C'est sûr, si aujourd'hui vous avez un projet de création, au départ vous aviez mis en plein de financement avec 50 ou 60 000 euros et puis il faut demain 500 000 euros, le fait de diluer le capital à un moment donné, on peut se poser la question. Autre question, est-ce qu'il existe des aides particulières pour la création d'entreprises innovantes et plus particulièrement lorsque les produits sont fabriqués en France ? Alors, au niveau des entreprises innovantes, oui, il existe effectivement certains dispositifs d'aide qui peuvent être sollicités, notamment des financements, on va dire, complémentaires qui peuvent être présentés à la région Grand Est. Alors, concernant l'innovation, pour tout ce qui est accompagnement, je vous encourage fortement, si vous êtes dans cette situation-là, à vous rediriger vers le partenaire de la Chambre de commerce et d'industrie et sa filiale, donc Synergie, qui pourra vous accompagner dans la création, vous accompagner dans la présentation d'un dossier sur un projet innovant. Mais effectivement, il existe des dispositifs spécifiques, oui. Et en complément, au niveau de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, on a mis des financements spécifiques sur la partie innovation et on a un chargé d'affaires qui s'occupe de ce segment de clients. Voilà, donc si vous avez besoin d'informations complémentaires, on pourra en discuter tout à l'heure. Une nouvelle question qui vient d'arriver sur le crowdfunding. Quel est le coût du crowdfunding ? Le montant maximum que l'on peut espérer obtenir, la durée du remboursement et qui monte le dossier ? Alors pour la partie crowdfunding, ça a un certain coût. On est bien au-delà des taux bancaires qui peuvent être pratiqués sur une partie développement, mais il y a le prix du risque aussi qui est à prendre en compte. Donc un investisseur privé vient pour chercher une rémunération qui sera plus importante que s'il plaçait son épargne sur des livrets ou simplement prendre une participation de l'entreprise pour demain l'absorber et peut-être l'intégrer à son groupe. Tout va dépendre de la plateforme qui est sollicitée pour les modes de remboursement et la durée. Un capital risque ou un business angel n'a pas pour objet à rester dans l'entreprise sur du long terme, si je puis dire. En règle générale, on a des sorties qui se font entre 4 et 5 ans en fonction du retour sur investissement qui est déterminé au départ. Mais là, ça va dépendre du contrat que vous allez mettre en place avec la plateforme ou avec l'investisseur privé. Une question relative au financement. On a parlé de prêts bancaires, on a parlé de prêts NACRE, également de prêts à taux zéro, donc en l'occurrence le prêt de la plateforme Initiative Locale. Est-ce que ces prêts sont cumulables et concrètement dans la pratique, est-ce qu'on les demande en même temps ou est-ce que la demande se fait de manière étalée dans le temps ? Alors, en Moselle, en tout cas, puisque la règle est valable pour toute la Moselle, ce sont les mêmes comités d'agrément qui décident de votre demande de prêt PFIL et votre demande de prêt NACRE. Il faut monter un dossier pour les deux types de prêts que vous présentez en même temps. Je vais prendre un exemple, puisqu'on parlait de cumul de prêts. Les deux prêts sont effectivement cumulables. Aujourd'hui même, dans la salle en dessous se déroule le comité d'agrément d'Initiative Metz. J'accompagne quelqu'un qui a une demande à hauteur de 10 000 euros.
on a cumulé les deux fonds, donc le fonds NACRE et le fonds PFIL. Donc il touchera 5 000 € provenant d'un fonds et 5 000 € provenant d'un autre. Donc les deux prêts sont cumulables et se demandent avec le même dossier devant le même comité. Mais comme dit, voilà, c'est pas, même si vous rentrez dans les critères d'éligibilité des plateformes pour faire la demande, ça ne veut pas dire forcément que votre demande est acceptée. Il faut que votre dossier et votre présentation soient bonnes. Et en complément, je dirais simplement, quand vous pouvez même faire les trois demandes, l'ACRE, le NACRE et le prêt bancaire, vous ferez un seul dossier pour les trois dossiers si besoin. Et votre partenaire financier, donc la Banque Populaire, je serai cet après-midi au comité PFIL, est également là pour vous mettre en relation avec les différents intervenants pour constituer le dossier, parce que vous pouvez le solliciter durant les 3 ans, les 3 premières années de l'entreprise. Encore une question. Pour une personne qui a un projet de création d'entreprise dans la prestation de services, quelles sont les différentes possibilités qui existent en termes de domiciliation et d'hébergement d'une manière plus large ? Alors, il y a effectivement plusieurs solutions qui peuvent s'offrir à un porteur de projet dans la création d'une entreprise de prestation de services. Alors, légalement, vous avez déjà tout à fait le droit d'exercer votre activité à votre domicile, hein, rien ne s'y oppose. Vous avez la possibilité, après, l'autre possibilité qui est de louer un espace de bureau dans le parc privé, mais là, voilà, vous allez tomber sur la législation du bail professionnel ou commercial, donc c'est des choses assez contraignantes. Donc il faut être sûr d'avoir vraiment verrouillé le projet, mais des solutions intermédiaires existent. Vous avez la possibilité, si vous ne souhaitez pas que votre adresse personnelle apparaisse sur les documents de l'entreprise, de solliciter ce qu'on appelle une domiciliation, hein, que vous pouvez faire à la Chambre de commerce et d'industrie, hein, donc avoir l'adresse du bâtiment juste à côté. Nous proposons ce type de service. Ou alors de vous loger dans ce qu'on appelle une pépinière d'entreprise. Hein, il en existe 5 ou 6, je crois, sur tout le territoire de la Moselle. C'est-à-dire, vous pouvez louer, sans les règles du bail commercial, un espace de bureau pendant une durée jusqu'à 3 ans. Un espace de bureau dans lequel vous aurez toute la possibilité de travailler, à savoir que c'est une solution plus souple que la location dans le parc privé. Donc ces 4 solutions finalement existent. Très bien, mais écoutez, pour respecter notre horaire, je vous propose une toute dernière question qui vient d'arriver en direct, toujours sur Facebook. Est-il possible de solliciter une aide pour financer une formation en vue de la création d'une auto-entreprise ? Ouais. Alors oui, il existe des aides qui peuvent être mobilisables pour se faire financer une formation. Déjà, il faut savoir que 95% des salariés, dans la partie brute, vous cotisez aussi pour la formation professionnelle. Ça veut dire que normalement, si vous travaillez à temps plein, tous les ans, vous cumulez 24 heures de formation. Pour savoir où vous en êtes, vous pouvez vous rendre sur ce qu'on appelle votre compte personnel de formation pour voir combien d'heures vous avez cumulé. Donc déjà, vous avez déjà pris en charge votre propre formation. Ensuite, Pôle emploi peut vous aider dans la prise en charge de formation. Il faut soumettre un devis de formation et le programme de formation à votre conseiller Pôle emploi. Si vous avez de la formation à faire pour un projet qui concerne l'économie sociale et solidaire, dans ce cas-là, vous pouvez solliciter une prise en charge de votre formation auprès de la région Grand Est également. Pour plus d'informations sur ce type de prise en charge, je vous invite à contacter notre organisme de formation, donc CCI Formation, donc situé au Technopôle, dont vous trouverez les coordonnées en ligne. Mais effectivement, il existe, et j'insiste bien là-dessus, la question est bonne. Si à un moment dans votre vie, vous devez impérativement effectuer une formation, c'est bien avant de créer votre entreprise, parce que vous aurez beaucoup de domaines d'activité à gérer, que ce soit le savoir-faire technique, la gestion, le commercial. Donc si vous vous sentez un peu moins à l'aise sur un de ces thèmes, formez-vous avant. Donc des prises en charge sont disponibles, comme j'ai évoqué tout à l'heure, donc utilisez-les.
Très bien, mais écoutez, il est 11 heures, nous allons pouvoir respecter notre timing. Toutes les questions n'ont pas pu être traitées, mais pour les personnes qui sont dans la salle, eh bien, je vous propose qu'on se retrouve un petit instant pour poursuivre les échanges. Et donc, merci Christophe et merci Emmanuel pour votre intervention. Et merci à tous de votre participation. Merci à ceux qui se sont déplacés ce matin à la Chambre de commerce et d'industrie de la Moselle. Et merci également à tous ceux qui étaient présents sur Facebook. Je crois savoir que vous étiez très nombreux ce matin. Voilà, merci à tous et bonne continuation dans vos projets.